Merci d'être là. Je vois qu'il y en a qui sont fidèles et qui suivent les différentes rencontres. C'est passionnant d'aborder la nature par différentes actions, enfin différentes pensées et différentes entrées. Et je trouve formidable l'intitulé de cette rencontre, les cabanes prendre refuge. Comment dans un même titre, dans une même phrase, il y a la douceur de l'enfance d'un côté, les cabanes prendre refuge, et la souffrance des hommes aussi qui cherchent aussi, et on en parle beaucoup avec les migrants, à se construire des cabanes de fortune pour prendre refuge. Et je me permets de citer un livre formidable, Prendre refuge, de Mathias Sénard et de Zéna Abirachet, qui aborde toutes ces questions-là aussi. Il sera question dans cette rencontre-là de cabanes, bien sûr, mais de tout ce qu'il y a derrière. Il sera question de prendre refuge, de comment on construit un endroit bien à soi pour s'isoler, bien différent de la maison, parce que c'est ça qu'on cherche à faire quand on est dans l'enfance, au fond du jardin. C'est souvent les garçons qui font ça. Enfin, cela dit, je sais pas. Il faut déjà un jardin. On verra, on en discutera de ça. Mais de construire quelque chose de complètement différent, parce que la cabane, c'est ça. On n'y met pas l'histoire, il n'y a pas le poids de l'histoire dans la cabane qu'on va se construire, puisqu'elle sera le lieu du rêve, elle sera l'autre lieu, et dans ce lieu où peut-être où tout est permis. Et puis ce qui est intéressant dans une cabane, c'est qu'on est isolé du monde, mais en même temps on est complètement dans le monde. Parce que ce qui sera important dans cette rencontre, c'est la question justement du monde et de comment on s'installe et on se place dans le monde, l'intérieur, extérieur. Comment on se situe entre l'intime, la place publique, surtout dans une société où l'urbanisation est devenue extrêmement importante, l'urbanisme qui nous inquiète aussi, les villes qui deviennent de plus en plus grandes. Forcément, cette question de la cabane nous paraît, je crois, essentielle. Et puis, il n'y a pas qu'une cabane, il y en a plein. Et j'aimerais vous citer, Gilles, justement, quand on parle de cabane, il y a aussi la question du radeau. Vous comparez à un moment donné la cabane au radeau. Vous dites que sur les limites entre intérieur et extérieur, il y a cette image-là. Comme la cabane, aucun ne préside à sa construction, écrivez-vous. Et comme elle, la limite pour le radeau entre intérieur et extérieur est indéfinie. La mer est partout, dessous, souvent dessus, réclamant son dû, cherchant à engloutir cet abri temporaire. La temporalité sera aussi importante. C'est donc aussi la question de la fragilité du corps, parce que c'est vrai que dans la cabane, il y a nous, avec très peu d'objets, et nos rêves, le futur. Le corps, il en est beaucoup question avec vous, Philippe Simet. Vous écrivez par rapport aux migrants, parce que la crise des migrants nous fait aussi nous poser la question de l'espace. La crise des migrants, écrivez-vous, remet en cause notre prétention à dire « ceci est ma place ». L'espace, dans sa dimension physique et politique, est devenu un problème tel que nous ne pouvons plus faire l'économie d'une réflexion sur nos façons d'habiter. Alors forcément, dans cette discussion, on va se poser la question de ce que c'est que l'habiter, que ce que c'est que l'habitat. Alors nous, Européens, et ça c'est vous aussi qui l'écrivez, Philippe Simet, on a tendance à considérer l'habitat comme un objet. C'est vrai, on fait faire et on s'installe, ou on récupère, ou on hérite d'une maison, puis on y met beaucoup d'objets, mais on ne pense pas à la fabrication. Alors que dans d'autres endroits, dans d'autres lieux parfois très loin, l'habiter, c'est déjà le faire, fabriquer, comme pour une cabane finalement. Peut-être qu'on a oublié tout ça, et peut-être qu'on devrait remettre tout ça en question, on verra bien. Philippe Simet, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Je me trompe? Non, c'est encore le cas. Vous avez créé et animé la série Habiter le monde sur Arte, une série dans laquelle vous présentiez justement des habitats particuliers dans différents endroits du monde. D'ailleurs, vous en sortez ce livre, Habiter le monde aux éditions Actes Sud, et différents endroits, je crois qu'on peut prendre leçon de certains endroits et vous nous l'expliquerez. Gilles Tiberghien, je ne sais pas si on dit Tiberghien. J'avais entendu Gilles Clément dire Tiberghien, puis j'entends d'autres dire Tiberghien, donc c'est lui qui a raison. Vous êtes philosophe, essayiste, vous enseignez l'esthétique à l'Université de Paris 1, mais aussi à l'École nationale du paysage de Versailles. On vous connaît bien sûr aussi pour ce qu'on appelle
le land art. Vous avez publié un livre il y a quelques années, et puis vous publiez de la nécessité des cabanes aux éditions Bayard, dans cette très belle collection, les petites conférences créées par Gilbert Say. C'était d'abord des conférences publiques, et elle en a fait cette collection. Peut-être qu'on pourrait commencer par vous poser à vous deux la question de la nécessité d'écrire sur la nécessité justement d'habiter. Je vais commencer par vous, Gilles, puisque de la nécessité des cabanes, j'ai bien l'impression qu'il y a aussi la nécessité de dire les choses. Alors, bien sûr, c'était une conférence d'abord, dite, mais il y a cet écrit dans cette collection. Alors, est-ce qu'il y a pour vous une nécessité ou une urgence à parler des cabanes ? Alors, d'abord, cette conférence, elle renvoie à un autre livre que j'ai écrit avant, puisque je réfléchissais à ça depuis 20 ans, en fait, qui s'appelle Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses. Et donc, ce livre, il s'est augmenté progressivement et il est construit comme une cabane, en fait. C'est-à-dire que j'en ai fait une première conférence sous le tipi, à l'époque où le centre Pompidou fermait ses portes. Et j'aimais bien l'idée de faire une conférence sur les cabanes sous ce grand tipi qui était face à cet énorme centre fermé à l'époque. Et puis, progressivement, j'en ai ajouté au gré des circonstances. L'idée étant qu'en effet, penser, c'est aussi faire des cabanes avec des mots. C'est-à-dire que c'est construire des phrases qui se tiennent plus ou moins dans un système qui est en déséquilibre constant ou en méta-équilibre en quelque sorte. Quelque chose, une idée que j'ai vue assez joliment racontée par Marielle Massé dans son livre Nos cabanes, qui s'attache beaucoup à cet aspect des choses. Alors, par ailleurs, il me semble qu'aussi c'est un objet, ce sont des objets ou des formes disons des formes, des types de mouvements qu'on a dans le monde et qui nous conduisent à produire ce qui va nous abriter pour une part, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement des endroits où se loger, ce sont des lieux qui, au-delà des caractéristiques propres qu'elles ont, c'est-à-dire fabriquées à base d'éléments trouvés, n'importe lesquels, jamais reconductibles, puisque ce ne sont pas des cabanes en kit. Hein. Quand on en trouve, on les fait, et c'est le matériau qui commande la forme de la cabane. Une fois cette cabane démontée ou détruite, on en fera une autre, même si ce sont les éléments comparables, mais ça ne sera pas la même. Ce sont, au-delà des éléments physiques qui l'ont permise, ce sont des lieux psychiques. Les cabanes sont des lieux, on développera ça, mais qui racontent quelque chose de notre histoire personnelle et à travers notre histoire personnelle, de l'histoire des autres avec lesquels nous vivons. Vous l'écrivez, la cabane est un lieu psychique plus qu'un lieu physique, parce que sa construction répond à une nécessité profonde. Elle est une chose plus sérieuse que ce qui paraît au premier abord. Nous la réduisons souvent à un amusement, surtout une fois devenue adulte, en croyant que pour l'être, il faut avoir oublié son enfance. Est-ce que cette notion de fragilité aussi, parce que c'est fragile, une cabane, vous le dites, ça ne doit pas durer, alors parfois ça dure un peu, quelques années quand même, mais est-ce que cette fragilité parce que vous parliez aussi de déséquilibre à l'instant, est-ce que la nécessité des cabanes, c'est peut-être de parler d'un monde fragile face à un autre monde fragile qui est le nôtre, qui paraît devenir fragile en ce moment? Est-ce que ça, c'est aussi une question que vous posez? Alors, c'est un monde fragile. Les cabanes renvoient à quelque chose comme un devenir, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais stables, jamais figées. Et au fond, ce qui nous plaît dans les cabanes, c'est de les construire, plus que de les avoir construites déjà. En plus, on s'aperçoit, puisque vous avez évoqué les migrants, la crise actuelle des migrations ou encore, disons, par exemple, des moments critiques, comme on en a trouvé à Notre-Dame-des-Landes, ce sont des moments où l'on construit des cabanes. Alors, pas simplement pour créer des refuges, parce qu'on va devoir faire vite, mais aussi parce que les cabanes sont des espaces critiques, au sens propre. C'est des espaces dans lesquels on réinterroge nos modes de pensée, on les remet en question, et on invente, on bricole, on construit avec des propositions nouvelles, quelque chose comme un échafaudage qui tient tant bien que mal et qui va devoir faire l'objet de reprises constantes par ceux qui viennent s'abriter sous ces cabanes.
On y reviendra et on reviendra parce que ça me paraît essentiel avec vous aussi, Philippe Simet, puisque votre livre s'ouvre avec une tribu qui construit des cabanes, et ça c'est première leçon que nous on tire, c'est qu'ils construisent des cabanes dans une forêt, déjà en complète adéquation avec cette forêt, mais sachant que cette cabane ne durera pas et sachant qu'ils devront reconstruire. Donc on est dans des maisons éphémères et qu'on reconstruit à chaque fois. Ça, c'est aussi une autre façon d'habiter. Et vous le disiez, c'est la fabrication qui compte aussi. Pour eux, habiter, ça commence déjà par ça. Mais avant de vous poser cette question-là, quelle est la nécessité chez vous, Philippe Simet, puisque il n'y a pas que l'écriture, il y a carrément l'action, c'est-à-dire que vous dites que vous avez besoin d'aller voir, vous déplacer pour aller voir sur place, de faire corps avec des lieux, d'observer d'autres façons d'habiter. Quelle est votre urgence à vous et quelle est votre nécessité ? Alors, il y avait une double urgence en fait. La première, elle est liée à des considérations architecturales et urbaines. C'est que je trouve qu'il y a un appauvrissement dans les façons de construire. Enfin, il y a une homogénéisation, une standardisation de l'architecture et des modes de vie qu'on trouve un peu partout dans le monde. Donc, moi, j'avais besoin d'aller à la découverte à la fois d'autres habitats, d'autres façons de construire et plus généralement d'autres façons d'habiter. Et j'avais envie d'en faire l'expérience avec mon corps, avec mes sens, et puis j'avais envie de le partager avec un public plus large. Donc ça, c'était une première nécessité, mais qui était doublée par une nécessité plus intime. Qui est que à un moment donné, je savais plus ce que ça voulait dire habiter. En tout cas, j'ai l'impression de plus arriver à habiter. Moi, je vis dans le 19e arrondissement à Paris et en bas de chez moi, sur l'avenue de Flandre, il y a eu des centaines de migrants qui étaient là tous les jours. Et donc se posait la question de savoir comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils allaient manger, où est-ce qu'ils allaient dormir, et justement ils avaient installé tout un tas de tentes, voilà. Et moi j'enseigne pas loin, et à un moment je savais plus quoi dire à mes élèves en fait. Je savais plus quoi dire à mes élèves, je savais plus quoi dire à mes enfants, et je me sentais très très mal. Et ces voyages, alors ce que je suis allé voir un peu partout dans le monde, c'est pas des cabanes, c'est des habitations, mais pour moi ça fonctionnait comme des cabanes, c'est-à-dire c'est des lieux. Alors certaines d'entre elles, voilà, il y avait des cabanes dans les arbres, où je suis allé sur des îles où on construit des toutes petites maisons en paille. Bon, ça ressemble à des cabanes, mais pour les gens qui vivent là, c'est pas des cabanes, c'est leur habitation au sens plein du terme. En revanche, pour moi, qui passait, qui n'y a pas mes habitudes, ça fonctionnait comme un dispositif de cabane, parce que à la fois ça me mettait en relation avec ce qu'il y avait autour. Et Gilles, tu dis ça à un moment, tu dis la cabane n'abrite que pour mieux mettre en relation finalement avec le monde, avec la nature et avec soi. Et finalement, l'expérience que j'ai vécue, c'était une expérience de retour à soi. À chaque fois que je me suis retrouvé dans ces maisons des autres, qui étaient souvent des maisons fragiles, en fait, j'ai pas cessé de penser à moi, en fait, et à ma manière d'habiter, et à ce que je suis moi, donc c'était un moment intéressant de réflexivité, en fait, à la fois sur ce que veut dire habiter au sens général du terme, à la fois sur ce que signifie construire, mais aussi sur une manière de se apprivoiser, d'une manière de se retrouver soi-même, de se réinterroger soi-même. Et voilà, et ça c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Alors effectivement, on va dans différents endroits, on donnera peut-être quelques exemples au fil de cette discussion. Alors ça va de l'Islande avec cette île très particulière dont les maisons sont construites au pied d'un volcan, donc on fait avec, jusque
enfin, plus ou moins loin, on va dire, hein, le Portugal, l'Espagne ou autre. Ce que vous faites, c'est que vous y allez, il y a la découverte, il y a la surprise, hein, de certains endroits, il y a la description, et vous le disiez à chaque fois, un aller-retour entre ce qu'on vit nous et ce qu'ils vivent eux. Et très souvent, vous dites la leçon à tirer. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'était une vraie critique de la façon dont on a, nous, d'habiter le monde. Et cette question d'intérieur-extérieur, c'est que constamment, vous montrez que dans différents endroits, on fait attention au climat, à ce qu'il y a autour de nous. Et parfois vous dites, et nous à l'inverse, notamment vous comparez avec Paris, tout autour les terrains qui sont inondables, nous au lieu de faire avec, on essaye de casser ça, alors que dans d'autres endroits on fait avec le climat. On a oublié ça, nous Européens, Français, on a oublié de faire avec le monde extérieur. Bah, je crois que finalement on est pauvre en habitat. On a peut-être des habitats qui sont très intéressant du point de vue constructif, mais on est pauvre en habitat. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que bon, à chaque fois, voilà, je suis allé voir des gens, je leur ai dit bon, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi habiter, etc. Et très rarement, les gens me parlaient de l'habitat en tant que tel. Ils me parlaient de la relation, voilà, à la nature, aux animaux, au climat, aux ressources, aux matériaux, à des relations familiales, à des relations politiques, à des questions religieuses, à des questions de genre, à des questions d'économie. Et je voyais bien que pour eux, enfin, l'habitat, c'était une manière de se connecter avec toutes ces dimensions-là. Ça se réduisait pas à l'édifice. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, avec dans certains cas une attention à des choses qui pour nous semblent infimes. Le cycle d'une plante, voilà, c'est-à-dire que si on construit en bambou, bah, il faut être attentif à voilà comment pousse la plante, il faut prendre soin de cette plante, on peut pas la couper n'importe quand, on peut pas la travailler n'importe comment, et voilà, je crois que ça c'est des choses qu'il est nécessaire de retrouver dans nos façons d'habiter. Et moi, je suis assez critique finalement de ce qui m'apparaît comme un dévoiement de l'architecture, c'est-à-dire la focalisation sur l'objet, y compris dans les pratiques professionnelles. Finalement, architecte, c'est un métier où on est en relation, c'est un métier qui est tellement social. Et finalement, on finit par produire des objets qui parfois ne sont que des sites stratégiques d'accumulation du capital. Bon, voilà, donc ça peut être autre chose que ça doit être autre chose que ça, et cette dimension de lien, de soins, de relation, je crois que c'est quelque chose qu'il faut reconquérir. Gilles Tiberghien, on peut peut-être essayer de redéfinir le mot cabane ensemble, parce que je disais tout à l'heure la comparaison avec le radeau, mais pas que. Et quand on dit cabane, ça prend d'autres sens. Vous dites déjà, la cabane, c'est psychique, c'est pas que physique. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce que cabane, ça peut être aussi une prison, parce que quand on met quelqu'un en cabane, on enferme cette personne-là. Alors, il ne restera que sa pensée pour voyager, pour être libre. Mais ça me paraît important, toutes ces définitions et toutes ces notions que vous relevez dans votre livre. Oui, parce que en fait, je commence par dire que la cabane, c'est pas une maison. Alors, on dit que l'étymologie, c'est la cabane, c'est une petite maison. Et moi, j'essaie de montrer qu'en fait, si on définit un certain nombre de critères de la maison, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y a un intérieur, un extérieur qui s'opposent avec un seuil, qu'il y a un haut et un bas, par exemple, en termes de valeurs contraires, le fait qu'on construit d'après un plan, ou encore enfin ça essentiellement, eh bien les cabanes ne sont rien de tout ça, parce que en effet l'intérieur s'inverse avec l'extérieur. Je prends l'exemple de Thoreau, quand il est dans sa cabane au bord de Walden, il met tous ses meubles, quelques meubles qu'il a, il les met dehors, et puis c'est son salon en fait, et puis sa salle de bain elle est là, c'est le lac, et inversement il peut, c'est un observatoire de la nature, mais la nature rentre tout entière dans sa maison, dans sa cabane. Et le haut et le bas, eh bien, en fait, j'en veux un peu comme ça. Je m'appuie sur sur cette idée d'espace psychique qu'on retrouve, par exemple, chez quelqu'un comme Freud, qui retrouve dans des langues anciennes le fait que des sens contraires coexistent, c'est-à-dire que le haut et le bas, altus, ça veut dire
haut et profond en latin, ou d'autres termes qui le relèvent, et qui montrent bien que dans notre inconscient, il y a un renversement constant de ces valeurs, un renversement possible, en tout cas constant de ces valeurs, que l'on retrouve dans les cabanes. Et du coup, le caractère d'objet que tu relèves disparaît en un sens, parce que on est là dans un mouvement permanent, on est là dans une dynamique qui nous porte hors de nous-mêmes, vers le monde. Et la cabane, elle a cette particularité. Si bien qu'en fait, quand j'oppose cabane à maison, ou habitat, pour être plus précis, l'habitat étant le lieu où on a des habitudes, les cabanes sont des lieux où on n'a pas le temps d'avoir ces habitudes, ou si on en change très rapidement, quoi. Donc c'est aussi un autre marqueur. Et mon idée un peu, c'est non pas de dire qu'il ne faut pas d'architecture, bien sûr que non, mais avec les cabanes, ça m'a fait réfléchir à l'idée que la solution, c'est de cabaniser en quelque sorte les architectures, c'est-à-dire de leur donner cette dynamique. Vous, d'ailleurs, vous questionnez tous les deux la notion d'architecture. Vous citez Viollet-le-Duc, vous parlez de lui, et il y a cette réflexion de la construction. Toute construction n'est pas architecture. Il y a cette comparaison entre ce que font les hommes et les animaux. Parce que les animaux, écrivez-vous, ne sont pas des architectes. Or, ils construisent leur maison. Elle est très intéressante, cette réflexion-là sur la notion d'habiter, de construire et l'architecture. Parce qu'aujourd'hui, l'architecture fait loi chez nous, non? Je sais pas. Oui, bien sûr, et elle fait loi au sens le plus fort. Vous faites un permis de construire, hein, et quand vous construisez une cabane, il faut tout au plus, quand vous êtes enfant, la permission des parents, comme je dis. Alors oui, ils vous la donnent plus ou moins, mais c'est bien commode et bien plus amusant d'ailleurs quand on l'a pas. Mais on peut, d'un point de vue, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'on peut construire des cabanes de 20 mètres carrés sans permis. Hein. Ouais. Pardon? Ah, il faut une déclaration. C'est terrible parce que finalement, ce que j'entends, moi, c'est cette liberté qu'on aurait perdue, nous, en tant qu'habitants. On n'a plus la liberté de construire nos maisons comme on veut. C'est ça. Oui. C'est ça la question est essentielle. Assez largement, mais cette permission, elle n'est pas simplement juridique, c'est une permission, comment dire, on ne se le permet pas. Sociale, morale. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il y a quelqu'un spécialisé, je ne dis pas que ça sert à rien, il y a des architectes, bien sûr, heureusement, mais que nous, on n'y a pas droit, d'une certaine manière. On a intériorisé l'idée que la maison, c'est quelque chose dans lequel on va rentrer, tout fait, et puis on va se débrouiller cas un cas avec ça. Alors que certains architectes, on a parlé de Bouchin, mais d'autres, ce sont des gens qui nous demandent de nous emparer de l'architecture et d'en faire quelque chose qui soit notre affaire. Et c'est cette idée de faire de l'architecture notre affaire que je retrouve dans les cabanes, qui sont en fait à notre main. Je suis pleinement d'accord avec toi. Je pense que ce que je trouve très intéressant à cabane, c'est la question de l'autonomie et de la mise en relation avec ce qu'il y a autour de nous. Tu parlais tout à l'heure de Henry David Thoreau et de sa cabane qu'il a construit juste à côté de Concorde. Il y a tout un chapitre sur l'économie. C'est-à-dire que, alors c'est assez fastidieux, mais il dit voilà comment il a trouvé le marteau, où est-ce qu'il a trouvé les planches, les clous, enfin il raconte tout. Mais en fait c'est très intéressant parce que c'est une réappropriation. Enfin, c'est un retour à soi et c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'indépendance, qu'est-ce que c'est que l'autonomie et la mise en relation avec ce qui est autour de nous et je crois que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être il faut en passer par la cabane pour repenser l'architecture, parce que l'architecture telle qu'elle existe aujourd'hui, elle ne nous met pas en relation avec notre extériorité. On n'a pas besoin de penser à la question de l'énergie. Enfin, d'où vient l'eau? Je tourne mon robinet, j'ai de l'eau. D'où vient le gaz? D'où viennent les datas? Bon, c'est le modèle de l'économie linéaire. La maison, elle est pluguée sur des infrastructures. J'ai pas à me poser cette question-là. Or aujourd'hui, on voit bien que notre planète, elle est abîmée et que si on ne se saisit pas de ces questions-là, on va vraiment à la catastrophe. Rendez-vous compte, les villes, elles consomment quand même 75% des ressources de la planète. Elles émettent 70% des gaz à effet de serre. Donc à un moment donné, si on n'arrive pas à se ressaisir de ce qui nous environne ou des flux d'énergie qui nous traversent,
c'est vraiment une catastrophe. Or, la cabane, on est obligé de se poser ces questions-là. On est obligé de poser en permanence d'interroger la relation à ce qui nous environne, et ce que tu disais, qui traverse l'espace même de la cabane. J'entends ça, et c'est cette question d'interaction. Vous dites finalement, il faut savoir aussi partager. Ce sont des espaces qu'on partage. Hein. Vous écrivez qu'on n'oublie pas que l'espace où on est, il y a un hérisson juste à côté aussi qui est là. Est-ce que moi j'entends aussi le mot indépendance? Parce que quand vous dites finalement, nous aujourd'hui on s'installe dans nos maisons, on ne sait pas d'où vient l'électricité, l'eau, etc. Finalement on n'a qu'à tourner, appuyer sur un bouton, on a de l'électricité. Est-ce que c'est pas cette image de la cabane où on aurait cette indépendance et en même temps dépendance des autres aussi quelque part, puisqu'il faut bien peut-être aller chercher de l'aide ou demander conseil face à la dépendance dans laquelle on s'est installé, ou je me trompe complètement Non, moi je crois que c'est juste, par exemple, quand souvent on parle de Thoreau comme le type qui est parti dans les bois et puis il a vécu tout seul dans sa cabane, et c'est une vision romantique, merveilleux, bon. Mais en fait, Thoreau, quand il fait ça, je dis Thoreau parce qu'il aimait bien dire Thoreau, c'était un Canadien d'origine, mais les Américains disent Thoreau, mais lui, il avait envie qu'on dise Thoreau. Alors disons Thoreau comme il aimait. Mais son idée, quand il est près de Concorde, on est en milieu du 19e siècle, Concorde c'est une petite ville au nord de Boston, et lui, il va en fait à 5 km à peu près de Concorde, dans les bois, et il s'installe près de Walden, ce lac merveilleux, mais qui n'est pas complètement isolé, où il y a un chemin de fer au fond qui passe déjà à son époque. Et il vit pendant 22 mois là. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il mesure en réalité la distance qu'il sépare du monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour fuir la société, il est là plutôt pour comprendre ce qui le lie à cette société, ce qu'il a de différent, mais ce qu'il a de proche de cette société. Et en fait, il est en train de repenser ce que c'est qu'une communauté. Il essaie de comprendre la bonne relation, la bonne distance à l'autre. Et cette expérience, qui n'est pas qu'une expérience de pensée, mais qui est une expérience physique, puisqu'il s'installe réellement, et comme tu dis, il a son champ de haricots, il fait du troc avec les Indiens, c'est quelqu'un qui est très précis, en plus, il nomme tout, il apprend le nom de chaque chose, il mesure les temps, c'est un arpenteur, c'était son métier, et donc il avait un souci de ce que les choses soient exactement, qu'ils les comprennent dans leur entièreté, quoi. Mais il avait aussi ce rêve qui était le rêve de la communauté qui est derrière sa solitude et qu'il veut investir d'une autre façon. Donc la cabane, en fait, c'est une manière de repenser le commun, c'est une manière de repenser ce que vous disiez, être non pas tant une dépendance qu'une interdépendance, disons une sorte d'intersubjectivité. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble ? Vous l'écrivez, hein, lui, il part pour faire une expérience de pensée. Hein, c'est ça qui est important pour vous. Et puis évaluer ce qui le lie aux autres et ce qui le lie aussi à la nature, parce que c'est aussi ça l'interaction avec la nature et à la société. Donc c'est nature et société, c'est comment on fait tout ça. Vous en avez croisé, vous, des exemples incroyables, Philippe Simet, de liens avec les autres, de dépendance, d'interdépendance, d'interaction, où l'intérieur-extérieur est pas du tout le même que chez nous, où on a aussi un rapport avec la nature. Quel est le plus bel exemple dans vos différents voyages que vous avez faits qui est une vraie leçon pour vous? Est-ce que c'est les premiers qu'on rencontre, qui sont construisent dans leur cabane dans la forêt, qui reconstruisent leur cabane tous les 3 ans? Est-ce que c'est l'Islande, qui est incroyable cette façon de vivre dans ces maisons fragiles? Alors, à chaque fois, il y a beaucoup, enfin, à chaque fois, ces rencontres, c'est quand même des sources de méditation pour des raisons différentes. Peut-être là, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Les maisons dans les arbres des papous, hein, que j'ai trouvé très intéressantes, parce que je me suis demandé, en fait, si c'était des maisons ou des cabanes. Parce qu'ils ont des maisons au sol, qui sont surélevées pour se protéger, des animaux et des serpents. Et ils reconstruisent régulièrement d'autres maisons dans les arbres. Mais moi, j'avais l'impression que ces maisons, c'était des cabanes, parce que c'était le lieu où ils se retrouvaient pour discuter, un peu pour s'échapper, pour fumer des clopes, en fait. Ils fumaient plein de clopes, ces papous. Ça m'a beaucoup impressionné.
Et donc, il y en avait un qui me disait, viens, on va là-haut. Et puis, quand on était là-haut, il me posait des tas de questions. Donc, j'ai eu l'impression que c'était un espace refuge. Voilà, je me suis dit, ah non, ça c'est leur maison. Puis voilà, je me suis dit, non, en fait, c'est un dispositif de cabane. Voilà, pour partager, pour expérimenter d'autres expériences. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et puis il y a une autre, on en parlait avec Gilles tout à l'heure chez les Toraja sur l'île de Sulawesi, et donc je voyais des maisons qui étaient très belles en bois, qui avaient des formes un peu de bateaux inversés, mais en fait il y avait personne dedans. Alors je me disais, mais est-ce qu'ils habitent là, est-ce qu'ils habitent pas là? Et puis à un moment, j'ai vu que derrière, il y avait un peu plus loin, il y avait des maisons qui étaient là en tôle et qu'en fait, ils habitaient dedans. Alors je me dis, mais vous m'avez arnaqué en fait, vous m'avez dit que ça c'était vos maisons, alors qu'en fait vous habitez dans vos maisons en tôle derrière avec la télé, l'électricité, etc. Je me suis dit, bon, je me suis fait avoir quand même. Ils m'ont dit, mais pas du tout. En fait, donc nous, en gros, on loge là, mais on habite ces maisons en bois. Et donc, c'est pas l'habitat, c'est pas, mais en tout cas, ça veut dire que le fait de se déplacer temporairement dans ces maisons-là, c'est le lieu où ils se retrouvent, c'est le lieu où ils se repensent, et on voit, voilà, toute la complexité finalement de ces déplacements, de cette spatialisation d'une marge où on se repense, où on se ressaisit comme une communauté, où on pense le rapport à son passé, etc. Donc, je sais pas si, voilà, ces maisons dans les arbres des Papous et ces maisons vides des Toraja étaient des cabanes ou des maisons, mais dans cet entre-deux se joue quelque chose de vraiment intéressant. Au sujet des Papous, vous écrivez: cette capacité à faire corps avec la forêt sans chercher à la transformer est remarquable. En termes d'empreinte écologique, en effet, il est difficile d'imaginer faire mieux. Et un peu plus loin, vous dites: il y a une belle leçon à tirer, car nous aussi vivons dans un milieu dont nous ne pensons presque jamais l'unité. L'environnement dans lequel nous évoluons est segmenté et hiérarchisé à force de distinguer ce qui semble naturel et artificiel, ce qui relève de l'homme ou de l'animal, du minéral ou du végétal, etc., etc. C'est une vraie leçon à tirer, vous dites, et vous dites que leur territoire est partagé, ils le partagent, ce territoire, complètement. Il y a autre chose qui m'intéresse aussi, c'est, moi je parlais d'Islande, ça m'a beaucoup intéressé, ce que vous disiez sur l'Islande et sur... oh ben voilà, mes notes sont tombées. Et sur la possibilité de vivre autrement. Et là, vous citez Patrick Bouchain, on l'a déjà cité, mais vous dites que on n'est pas obligé de vivre dans un environnement complètement contrôlé. C'est vrai que nous, on a pris l'habitude de tout contrôler. Et voilà un exemple de vie où on ne contrôle pas forcément l'environnement autour de nous. Ça, c'est une autre leçon. Oui. Enfin, je crois que ce qui m'intéresse... J'ai réfléchi en lisant le livre de Gilles, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi la cabane ? Et peut-être plus la cabane comme dispositif, comme expérience psychique. Et je me suis dit, bon, c'est à la fois le lieu où je rêve, et dans le fond, bon, ça prend pas forcément, ça peut être, enfin, moi, je trouve que voilà, j'ai une petite chambre de bonne qui est mon bureau, et je crois que c'est ça ma cabane. En fait, je travaille pas du tout là-bas. Je dis que je vais travailler, il y a tous mes livres et tout, mais j'écris jamais rien. En fait, je laisse mon esprit en jachère comme ça, puis voilà. Donc, un lieu qui est un lieu d'échappée, mais je crois que pour moi, la cabane, c'est aussi un dispositif d'exil où je fais l'expérience de la vulnérabilité. Et c'est ce qui m'a intéressé dans le fond à travers toutes ces expériences que j'ai pu faire, c'est que peut-être pour moi aujourd'hui habiter c'est moins revendiquer un espace comme étant le mien, puis être dans toute cette logique un peu heideggerienne des lieux, de voilà la présence dans un lieu, je me sens connecté et tout, mais c'est peut-être se rendre compte de la fragilité du monde, de la vulnérabilité du monde, et d'apprendre à partager voilà l'espace avec la communauté des êtres de nature, avec d'autres hommes, enfin d'autres êtres humains, mais avec les animaux, avec les plantes, et aussi avec cette part d'instabilité et de
pas de risque, mais de vulnérabilité de la nature. Et donc, pour répondre, excusez-moi, je fais un détour pour répondre à votre question sur l'Islande. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, je trouvais que les Islandais, ils n'étaient pas dans une logique du risque, qui finalement est une logique assurantielle, enfin, qui est liée au capitalisme. Voilà, des accidents qui peuvent se produire, puis on va se protéger. Et ni de la résilience, parce que la résilience, c'est un mot que j'aime pas, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, parce qu'on a l'impression comme ça qu'on peut se prendre des tas de baffes dans la gueule, mais finalement on est très résilient. Alors, les territoires, ils sont résilients, donc on va toujours se relever parce qu'on est un peu des winners et tout. Et puis c'est plus simple de reconnaître, je trouve, qu'on est vulnérable et de faire de cette vulnérabilité une force, parce que ça nous oblige à penser des formes de solidarité, de partage, etc. Et donc, je trouvais que ces Islandais, il y avait une beauté de la vulnérabilité. Il y en a un qui m'a dit, je ne sais plus quelle question je lui ai posée, puis il m'a dit, mais en fait, cette nature que tu dis que c'est instable, mais ça fait moins peur en fait que le monde politique, que le monde économique. Finalement, moi, je me sens plus en face avec ces aléas de la nature. Moi, ils me font moins peur que ce qu'on... Quand on allume la télé, voilà ce que racontent les... Et alors, je me suis dit, c'est vachement intéressant quand même. Gilles Tiberghien, j'aimerais qu'on va parler de singularité dans un instant, sur la question de singularité quand on construit une cabane, mais j'aimerais qu'on revienne sur le mot refuge, prendre refuge, hein, c'est le titre, et c'est une des questions qui est importante. D'autres cabanes qui existent, c'est les refuges. Quand on va, pour ceux qui marchent, qui vont à la montagne, on trouve souvent des refuges à des endroits, et la notion de refuge, c'est que c'est un lieu d'accueil et de partage. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est une autre façon aussi d'habiter. Presque là, ce n'est pas le lieu qui est éphémère, c'est ceux qui passent qui sont éphémères. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et cette notion de partage et d'accueil est importante. Oui, la cabane, en effet, c'est pas, moi je dis, souvent c'est pas un lieu où on habite vraiment, c'est un lieu où on passe, on transite, on se réfugie, le cas échéant. Donc les refuges de montagne sont des sortes de cabanes, mais on reste pas, on est là un certain temps, on dort avec d'autres, on dîne avec eux, on déjeune le cas échéant, mais on va partir, on va... Alors, j'avais longtemps, moi, au début, quand je commençais à réfléchir aux cabanes, c'est un de mes étudiants à l'école du paysage qui avait fait un diplôme autour des cabanes, et il avait imaginé, d'ailleurs, il l'a fait, une sorte de communauté de cabanes. Et pour moi, il n'y avait pas de possibilité de faire des communautés de cabanes. La cabane, c'était un lieu solitaire. J'avais des polémiques avec lui, c'était bien, enfin, c'était intéressant. Et puis, bon, ça m'a trotté dans la tête, cette idée. Et puis, petit à petit, en fait, j'en suis venu à me dire qu'il y avait, oui, des communautés de cabanes, pas comme des bidonvilles qui ne sont pas des cabanes, c'est pas des agglomérats de cabanes, mais que la communauté de cabanes, elle était dynamique en fait. C'est-à-dire que, comme on le voit par exemple, je le cite dans le livre, je sais pas si vous avez vu ce film d'Herzu Tsala, qui est un magnifique film de Kurosawa. Alors quand ils vont avec le chasseur Gold et le héros du film, à un moment donné, ils vont dans la forêt. Alors, lui, c'est un géologue, un cartographe, et Derzu l'amène vers une cabane. Et là, dans cette cabane, il trouve des choses. Il trouve un peu de sel, des instruments, enfin diverses choses pour qu'ils puissent s'en servir. Et quand ils vont partir, donc c'est ce qu'ils font, et quand ils vont partir, Derzu laisse quelque chose pour le suivant. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'en fait, on partage ensemble dans cette solitude quelque chose pour le suivant, pour une communauté invisible en fait. Et c'est une magnifique idée, je trouve, parce que ces lieux qui sont très éphémères, très très pauvres, où il y a presque rien, il y a quand même ça, il y a la trace de ce don qui va être restitué, peut-être augmenté, mais qui va passer comme une sorte de un relais en fait à un autre qui témoigne en fait d'une présence et d'une attention. Et cette attention, pour moi, elle est caractéristique des cabanes, si bien que d'ailleurs j'en ai fait presque comme un modèle de l'amitié ou de ce qu'on pourrait dire l'amicalité. Certains ont parlé d'amicalité, Axelos parlait de ça, c'est-à-dire le fait qu'en fait on entretient quelque chose, on fait tenir entre des choses, entre des individus qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont dans cette fragile économie, on revient à cette petite fragilité,
que constituent ces cabanes. Ces chasseurs ne se rencontrent jamais mais forment une communauté invisible où chacun, si peu que ce soit, prend soin de l'autre. Chaque chasseur est un maillon qui entretient l'ensemble de la chaîne avec cette implication curieuse de ne jamais s'entretenir directement avec aucun. L'idée d'entretien est la condition même de l'amitié. Avant tout autre sens, entretenir signifiait faire tenir ensemble. Ce qui est hallucinant, c'est que finalement, cette expérience de cabane nous donne peut-être une autre idée du vivre ensemble, alors que la cabane, c'est censé être le lieu où on se retrouve tout seul. Oui, exactement, mais parce que c'est le lieu des paradoxes, en fait. Pour moi, c'est le lieu des paradoxes c'est-à-dire, on peut penser la contradiction. La cabane pense la contradiction. Et vous évoquiez tout à l'heure la cabane comme un lieu infernal, en fait. C'est la prison, quoi. La cabane, c'est un lieu, c'est le cabanon. Je te mets en cabane, quoi. Je te mets en cabane. Mais le cabane, c'était aussi dans je crois, en l'occurrence, ça apparaît au début du 19e, c'est le bordel. Et donc, c'est à la fois le lieu de la peine et du plaisir. Et les deux sens sont conjoints. C'est la cabane aussi un lieu, c'est le lieu du mobile et de l'immobile. C'est un lieu où on voyage beaucoup quand on est enfant. Je ne sais pas si vous avez rappelé de vos voyages dans les cabanes, et moi je m'en rappelle très bien. J'ai beaucoup navigué, j'ai fait des voyages interstellaires dans les cabanes. Et pourtant, elle ne bougeait pas, ma cabane. Mais dans notre imaginaire, les cabanes allient ces contraires. Et je pense que c'est à ça que ça revient, quoi. Et on fait l'expérience de la peur aussi dans la cabane quand on est enfant. Je parlais de singularité, vous écrivez une cabane se construit toujours à temps perdu. Celui qui en fabrique une est toujours hors norme, inscrit dans cette différence qui le force à se singulariser. Sa singularité, souvent recherchée sans concession, produit cette différence. Ça aussi, c'est intéressant, cette notion de différence et de singularité, et de construire une cabane de façon hors norme. Oui, parce que comme je l'ai dit au début, quand vous construisez une cabane, vous le faites avec des éléments trouvés. C'est-à-dire que vous ne faites pas avec rien n'étant quitte. Une cabane, alors c'est un cabanon de jardin, ça c'est différent, mais vous avez une yourte, vous avez une tente, tout ça c'est des choses qu'on monte et qu'on démonte. Mais la cabane, c'est pas comme ça que ça marche. La cabane, on le fait avec ce qu'on a sous la main, et puis voilà, on se dit ça va tenir, puis ça sera bien là, et ça c'est mieux ici à un angle qui convient. Bon, et puis à la fin, on a quelque chose qui se tient qu'à un cas. Fragile en effet, mais qui tient. Et puis encore, et personne ne fera la même. Personne ne fera la même, et personne avec les mêmes éléments n'aurait fait la même. C'est-à-dire que cette cabane, elle est propre à votre imaginaire ou à celui collectif de ceux qui l'ont construite avec vous, et elle restera telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle soit détruite et jamais ne redeviendra la même. Qu'est-ce que ça dit de nous aujourd'hui et demain, ces questions de cabane, de singularité, de lieu d'expérience de la pensée, de rapport avec la nature? On l'a vu, intérieur-extérieur. Hein, quand on est dans une cabane, on est confronté aussi aux éléments. Hein, on parlait de l'expérience les papous ou d'autres façons de fabriquer nos maisons en fonction du climat. Qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui, de nous, et qu'est-ce que ça dit de demain? Et je pose aussi cette question à vous, Philippe Simet, parce que le lieu de la cabane, comme vous le disiez, c'est la pensée, donc très peu de choses et très peu d'objets qui portent notre histoire, qui peut peut-être être lourde et qui nous rassure aussi. On a eu besoin de se rassurer avec des objets, avec des maisons hyper construites. On fait cette expérience-là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça dit tout ça de nous, et qu'est-ce que ça dit du besoin qu'on peut peut-être avoir de vivre et de construire ou d'habiter autrement? Alors ça peut vouloir dire deux choses. Enfin, ça peut vouloir dire qu'on a besoin d'un espace qui est d'un point de fuite, comme un point de fuite pour continuer à rêver. Et c'est peut-être toute la magie des cabanes de l'enfance. Finalement, moi, je crois, enfin, il me semble je crois que pour moi, la cabane, elle dit aussi qu'on en peut plus de ce qu'on est. Voilà, on a un peu plus de ce qu'on est. On a besoin de sortir de soi. On a besoin de se réinventer ailleurs. Et c'est pas dans un lieu glorieux, c'est dans un lieu fragile, éphémère, dont il faut prendre soin. Voilà, je crois que ça raconte. J'aime beaucoup ton titre parce que je crois que ça raconte quelque chose de notre époque, en fait. Les cabanes, dans le judaïsme, il y a une fête qui s'appelle Sukkot, c'est la fête des cabanes. Et bon, c'est un moment de fête, mais ça raconte la sortie des Juifs d'Égypte.
et le moment où, enfin, ça raconte l'exil. Voilà. Donc les cabanes, pour moi, c'est des dispositifs d'exil où on est à la fois très vulnérable et en même temps on retrouve une liberté. On va se réinventer. On est à la recherche d'une nouvelle terre. Voilà. Et je crois que ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à retrouver une relation à la terre. C'est bien que tu parles de Sukkot, parce qu'il y a une très belle soukha au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui du 19e, peut-être fin 18, je crois que c'est début 19e. Alors, c'est comme une monade, quoi. Tout est fermé. On rentrait dans la soukha, on mettait des palmes au-dessus, mais elle est en bois. Mais alors, dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des paysages peints. On voit la ville et le paysage. C'est-à-dire qu'on est à la fois dedans et dehors. Et on est enfermé, mais on est aussi dans la nature ou dans la ville. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a toutes les caractéristiques de la cabane, proprement. Alors, pour revenir à cette idée, à la question que posent les cabanes, je pense que une des questions qu'elles posent, c'est précisément la question de l'altérité, en fait. La question de l'autre. C'est la cabane, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un lieu de solitude pure. C'est au contraire un lieu où on recompose. Je l'ai dit tout à l'heure pour Thoreau, mais on recompose son lien à l'autre. Et c'est un lieu. Alors, j'avais pris comme exemple un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui est Winnicott, dans Jeu et réalité, où il parle de ces espaces transitionnels, quoi. Et les espaces transitionnels, je pense que la cabane en est une d'un certain genre. Tu parlais, toi, de ton bureau comme d'une cabane, c'est ton espace transitionnel aussi. C'est-à-dire que c'est un espace qui permet d'être à la fois hors du monde, mais en même temps en contact avec lui. C'est quelque chose qui est entre les deux. Winnicott, il pense à ça quand il observe, à la suite de Freud, avec l'histoire du Forda, les enfants qui, en fait, gardent des objets qui ont l'odeur de leur mère. Et le wawa, le doudou, enfin, tous ces trucs qu'on adorait, et que les enfants aiment toujours. Et les lieux où se passe cette transition, en fait, toute cette sorte de transaction qu'il a pour pouvoir surmonter le départ de sa mère, c'est cet espace qu'il a créé entre lui et le monde. Et cette idée, je trouve très belle, elle correspond assez aux cabanes, parce que c'est un lieu où on peut cabaniser n'importe quoi, notre bureau, notre cuisine, notre garage. C'est un lieu où, en fait, on y est bien, on peut admettre l'autre, mais comme un entre-deux, quoi. Et les Japonais, ils ont d'ailleurs dans leur architecture le ma, l'espace entre-deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, il y a ça, et cette idée-là, je pense, qui est assez forte dans la façon dont on est dans les cabanes. Il y a la question de mouvement, parce que c'est vous qui citez Lévinas, Philippe Simet. Vous dites que pour lui, habiter renvoie d'abord au déplacement, au mouvement qui précède toute installation. Nous sommes tous des migrants, des déplacés, des esclaves en terre d'Égypte. Écrivez-vous, en le citant, bien sûr. Et me vient du coup cette question, est-ce qu'il y a, alors indépendamment, vous disiez effectivement, la cabane, ça peut être n'importe quel endroit, ça peut être un bureau, ça peut être un... mais il y a cette autre question, j'ai commencé par ça, la question des migrants et la question de l'espace. Est-ce qu'il y a encore des espaces aujourd'hui d'accueil et de possibilité de construire des cabanes quand on est des migrants? Est-ce que l'espace se partage aujourd'hui? Non, mais je dirais plutôt la cabane, c'est le lieu où la question du partage de l'espace peut être posée. Donc c'est pour ça qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire, moi j'aime bien. C'est vrai que j'ai là aussi en discutant ensemble, finalement j'ai beaucoup insisté sur la cabane, dispositif d'exil, tout ça. C'est les pensées qu'on trouve chez Lévinas. C'est-à-dire chez Lévinas, en fait, la cabane, ce serait ce qui défait l'habitation du monde. Parce que dans cette idée d'habitation, pas simplement au sens de l'habitat, le logement, mais aussi au sens heideggerien, c'est-à-dire finalement, voilà, je vais puiser l'eau à la source, je pétris le pain avec mes mains et je suis connecté au monde, etc. Ben, il y a quelque chose qui ne correspond pas pour moi à l'expérience à la fois humaine et politique, économique, environnementale du monde dans lequel nous nous trouvons, où finalement cette expérience de l'exil contraint, forcé, cette expérience des déplacements permanents ou des dérèglements, enfin, on y est en permanence confronté. Et donc pour moi, la fragilité de la cabane, bah, c'est cet espace où peut éclore une pensée du commun et une pensée du partage.
Et puis de la séparation de la mère aussi, vous disiez, hein, le transitionnel où l'enfant apprend à se séparer doucement de sa mère, ça dit beaucoup aussi de nous et du besoin qu'on a tous les jours d'être dans une cabane. Il y a peut-être déjà des réactions et des questions, et je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Je pense qu'il y a, oui, le micro va... Merci. Allô. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions très très passionnantes. Moi, j'aurais juste 2 petites questions. Pour les migrants, il y a la notion, dans la cabane, il y a la notion de dignité aussi, que l'on retrouve, et, enfin, me semble-t-il. Et est-ce que dans la notion de cabane, il y a une notion ou une dimension historique ? C'est-à-dire, est-ce que la cabane d'aujourd'hui, telle que vous en parlez, telle que vous l'avez explorée ou rencontrée, est-ce qu'elle pourrait avoir une dimension ou un contexte ou une définition différente à d'autres époques, mais plus lointaines que le 19e qui a pu être évoqué à un moment ou à un autre, ou est-ce que cette question-là ne se pose pas ? Oui, alors disons, commençons par la deuxième question. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire des théories architecturales repose sur l'idée que la première architecture, c'est une cabane. Et donc, vous le trouvez chez Vitruve, déjà, raconter comment les hommes vont créer des maisons, donc architecte du IIe siècle latin. Et puis cette histoire, elle est racontée dans tous les grands traités d'architecture. D'abord, il y a eu des cabanes, puis il y a eu des maisons, et on a fait comme les animaux, quoi. En gros, on a fait comme les animaux. Alors cette idée, elle est contestée. Après, elle est contestée au 19e. Alors, vous avez un très joli livre, très savant, très beau, de Rick Vert, qui s'appelle La maison d'Adam au paradis. Il est réédité chez Parenthèse. Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir là-dessus, parce que c'est un livre très savant, magnifique. Mais il raconte cette histoire de la façon dont les cabanes ont pu, dans les théories architecturales, avoir un intérêt, un sens très, très profond. Mais comment aussi, on a fini par contester que c'était pas la même chose de faire des nids, des terriers et de construire des maisons. C'est que les cabanes n'étaient du coup pas du tout de la même chose. Voilà. Bon. Ça, c'est la première chose, mais ça, il y a toute une histoire. En effet, vous avez raison de le demander. Et puis la deuxième chose, ou c'est plutôt la première, qui répond à votre question sur les migrants. Alors, la dignité des migrants, oui. Alors, je dirais que oui, bien sûr. Et quand on voit ce qui s'est fait, par exemple, à Calais, il y a, ne serait-ce que par exemple dans les images qui en restent, de Bruno Serralong ou d'autres, mais celles que vous avez pu voir, il y avait des lieux de culte, il y avait des lieux de réunion, et on sentait que il y avait quelque chose comme une forme de fierté d'avoir pu faire ça et d'avoir pu réaliser ces endroits où on se retrouvait, où on faisait des fêtes, où dans ce dépouillement, dans cette misère terrible, il y avait quelque chose qui permettait tout d'un coup de faire commun, de faire qu'une humanité surgisse dans ce monde qui pourrait les réduire à rien, quoi, en fait. Et bon, enfin, ça c'est ma première réponse. Je souhaitais que je trouve que c'est une question très très intéressante parce que dans toutes les pratiques d'autoconstruction, on voit comment les personnes pensent leur propre dignité, en fait. Et comment alors moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec la Fondation Abbé Pierre. Bon, c'est les problématiques de logement sont très complexes parce que vous pouvez donner tous les critères du confort à une personne en disant que vous la sortez du bidonville pour la mettre dans un logement qui est un logement digne, et cette personne ne retrouve pas sa dignité. Donc on voit bien que dans le faire soi-même, dans le fait de construire aussi sa maison et d'y mettre ses marques et des micro-détails qui font que à un moment donné, vous arrivez à trouver votre place et à trouver votre dignité. C'est pas forcément sur des critères qu'on peut définir a priori et qu'on pourrait retrouver. Bon, ça montre toute la complexité aussi de ce que ça veut dire habiter. Et vous trouverez en début du livre de Gilles Tiberghien justement l'histoire de l'architecture et les premières cabanes, en disant que les hommes ont commencé à construire par imitation, et puis cette comparaison avec les animaux et cette conclusion de dire que la différence entre les animaux et les hommes, c'était aussi le langage. On a aussi commencé par ça et par la parole. Je vais vous donner la parole. J'avais une question d'un coup. Est-ce que les églises
parce que je pensais à ça en pensant à la dignité et au refuge. On voit aussi, pour ceux qui, quand ils aiment voyager, poussent aussi la porte des églises, on voit souvent des SDF ou autres réfugiés dans les églises ou autres. Est-ce qu'une église peut être un refuge, comme l'idée d'une cabane, sans qu'on la construise, bien évidemment? Oui, enfin, par exemple, enfin, ça me renvoie, pourquoi pas, ça renvoie à l'idée que Pausanias dit que le premier lieu de culte était une cabane. Et après tout, l'église de François, par exemple, c'est une forme de cabane. Hein. Quand on regarde les édicules de Saint François, ce sont des cabanes en fait. Et au fond, l'église première, celle que je trouve intéressante vraiment, c'est celle-là, c'est celle qui fait des cabanes avec les lieux de culte. Est-ce que vous pensez que là, nous sommes entre les gens bien et de parler de cabane, c'est une forme de solipsisme? Parce qu'on a entendu parler des immigrants du 19e arrondissement. On a entendu parler de la monde fragile. Alors, vraiment, à Sangatte, il y avait une fierté. Mais dans les rues de Paris 19e, là à Manchester où j'habite, où je donne une journée par semaine de la nourriture et des vêtements propres aux sans-abri, ça, c'est la vie. Ils n'ont pas de cabane. Est-ce que, bon, ils peuvent se déplacer dans un coin, avoir ses pensées, mais dans ce monde complexe, je vous pose les deux la question, est-ce que avoir une cabane, c'est une richesse des gens bien et un solipsisme? Je peux répondre d'abord, la notion de solipsisme, je ne la comprends pas très bien, parce que où on peut parler cabane, ou on ne peut pas en parler. Si on peut en parler, tout le monde peut en parler. Si vous pensez par exemple qu'il faut être indien d'Amérique du Nord, ce qui est un terme débile de parler d'Indien, mais un autochtone, pour pouvoir, par exemple, je reviens à un vieux débat, pas si vieux parce qu'il est assez récent, pour pouvoir monter une pièce parlant des autochtones, comme l'a fait Robert Lepage. Alors moi, je ne pense pas, par exemple. Je pense qu'on peut le faire, parce que le propre du théâtre, c'est de prêter sa voix aux autres. Et je pense que le propre d'un intellectuel, c'est de prêter sa voix aussi aux autres, ou sa pensée aux autres. Donc je me sens autorisé à parler des cabanes, même si je ne suis pas un SDF, ou même si je ne parle pas ici à des gens qui sont dans la rue simplement. Je ne dis pas que j'ai tout compris de cela, mais je pense que je peux apporter quelque chose d'une compréhension de ce phénomène. Et puis, j'ai beaucoup à apprendre par ailleurs. Mais vous voyez, je ne pense pas que ce soit l'effet de solipsisme qui nous fasse parler ici des cabanes. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? Vous avez dit qu'ils n'avaient pas qu'ils cherchaient des cabanes, que les cabanes c'était juste pour les gens de bien, c'est ça? Alors, je sais pas ce que vous entendez par les gens de bien, mais moi, qui ai scruté quand même beaucoup les cabanes à Paris, partout où j'ai pu en voir, il y a vraiment des SDF qui sont dans des cabanes en carton, ça existe, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que ça, il y a des tentes, quechua, il y a toutes sortes d'abris en tout genre, mais ces cabanes, elles existent. Il y a par exemple un très beau film qui s'appelle Au bord du monde, dans lequel vous avez 8 ou 9 SDF, disons. Un d'entre eux a une cabane, un d'entre eux a construit une cabane, et il en est très fier, il en est très content, et il y est, alors il raconte pourquoi il est là, comment, le film est magnifique, hein, c'est un film qui redonne leur dignité à ces gens de façon splendide, mais ils sont tous interviewés, ils sont tous différents, aucun ne ressent, il n'y a pas de type, il n'y a pas de typologie, ce qu'on voit chez De Clercq, par exemple, De Clercq écrit un livre qui s'appelle Les Naufragés, lui c'est un sociologue psychanalyste qui va vivre avec des SDF. Il va plus pouvoir le supporter au bout de 4 ou 5 mois, c'est tellement difficile, mais il l'essaye, il le fait, et il montre qu'il n'y a aucune typologie. Il n'y a pas de gens qui sont ceci ou cela pour pouvoir vivre dans la rue, être un SDF, il n'y a pas de pathologie particulière, ça arrive à toutes sortes de gens différents. Mais les cabanes, alors du coup, sont très différentes selon les individus. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui... mais oui, je pense que... Enfin, c'est pas des gens forcément de bien, quoi. Je sais pas très bien ce que vous entendez par là, mais c'est tout un chacun. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, quoi. Là, il y a une question, s'il y a le micro. Ouais.
Oui, merci pour vos apports de ce soir. Et c'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'habitat et la cabane. Je pense vraiment. La cabane, c'est pas seulement un abri, c'est aussi peut-être le lieu, pour rebondir sur ce que vous disiez de Winnicott, d'un ressourcement narcissique indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut aller vers les autres qu'à partir du moment où on a la capacité à être seul. Et la cabane, c'est ce lieu qui permet à l'enfant à la fois d'expérimenter cette capacité à être seul et pour pouvoir ensuite aller vers les autres au mieux. Voilà. Est-ce que vous le pensez comme ça ? Oui, je pense que c'est juste. En tout cas, c'est dans l'esprit de Winnicott. Et moi, j'ai fait que simplement amplifier ça, mais c'est tout à fait. Alors, la dimension narcissique, ça veut dire simplement disons que, voilà, c'est ça. Oui, voilà, accepter cette solitude et pouvoir la vivre en partageant quelque chose, parce que quelqu'un qui ne peut pas vivre seul ne peut pas vivre avec un autre. Donc, si vous ne savez pas vivre seul, vous n'y arriverez pas à construire cette communauté. Donc, en effet, c'est juste. Est-ce qu'il y a encore des questions, monsieur, madame, et puis monsieur? Et l'investissement psychique de la cabane, on le voit quand il y a des enfants qui se font détruire leur cabane. Des choses qui semblent rien. Moi, j'ai un fils qui a fait de la dépression pendant 2 ans parce que d'autres gamins malveillants avaient détruit la cabane dans laquelle il s'était investi avec son frère, quoi. Et bon, bien sûr, la justice ne prend pas ça au sérieux. Les gendarmes ne prennent pas ça au sérieux parce que c'est juste une cabane d'enfants, mais finalement, c'est une violence et c'est un viol de quelque chose dans lequel les enfants se sont vraiment construits et investis, quoi. Oui, absolument. Ça m'étonne pas. C'est absolument, ça correspond absolument à ce que je dis des cabanes. Après, ça a pu être mis en scène. Il y a un livre et un film bien célèbre qui s'appelle La Guerre des boutons, ancien, voilà, dans lequel on se dispute une cabane. Mais il y a une grande cruauté exercée sur ces cabanes quand elles sont détruites. Il y a quelque chose qui est, et ce que vous me dites correspond exactement à ce que je pense de cet espace psychique qu'on atteint, si on atteint la cabane elle-même quand on est un enfant, c'est clair. Et ça n'a de sens que parce qu'on l'a construite soi-même. C'est ça qui est essentiel. Il y a encore alors, ça sera vraiment les 2 dernières questions extrêmement rapides, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on a un petit peu dépassé, mais on nous a donné l'autorisation. Oui, merci déjà pour votre intervention qui était multiforme, très intéressante. Effectivement, on se rend compte que suivant les lieux, les espaces géographiques, les cabanes ont des significations complètement différentes en fonction des contextes. Bon, par exemple, les quartiers d'habitat spontané, les colonias qui entourent la mégapole de Mexico, on imagine des lieux crasseux, désordonnés, alors qu'en fait c'est extrêmement ordonné. On croise pas forcément des gens en guenilles, au contraire, les petites nanas, elles sont bien habillées, bien maquillées, parfois avec plus de goût que les adolescentes ou les jeunes filles françaises. Mais à côté de ça, il y a aussi une hiérarchie qui est très organisée, avec des caciques, enfin une société qui échappe à l'autorité de l'État, mais qui est néanmoins puissamment hiérarchisée et organisée. Dans nos pays développés, la cabane représente peut-être autre chose, un espace de rêve, un espace d'évasion, mais on se rend compte que dans nos villes, tout est de plus en plus organisé, planifié. L'État n'aime pas ça, les aménageurs n'aiment pas ça, qu'il reste des espaces sans destination, qui n'ont pas de destination. Le moindre rond-point, il y a quelques herbes folles qui poussent, il faudra qu'on fasse un aménagement paysager. Il n'y a plus de terrain vague dans les villes. Donc, et puis au-delà de ça, même au niveau de la parole, on a l'impression d'être dans un monde, dans une société où la liberté tend à se restreindre. Alors les cabanes, vous l'aviez un petit peu évoqué, parfois elles peuvent se réfugier dans des lieux un petit peu curieux, inattendus. Ça peut être un garage, ça peut être même un lieu clos à l'intérieur d'un espace, d'une construction plus grande. Pour l'anecdote, quelqu'un de ma famille avait construit dans son grenier une cabine de bateau. Et c'était son antre. Tout le monde n'avait pas le droit d'y entrer.
et c'était un espace de rêverie, un espace où il pouvait un peu se retirer du monde. Voilà. Mais on vit quand même dans nos pays occidentaux dans un monde qui est contraint, quoi, où l'espace de liberté, de mon point de vue, tend à se réduire parce que tout doit être planifié et organisé. Merci beaucoup pour votre remarque, monsieur. Juste pour finir, si c'est une petite question rapide, jeune homme, allez-y. Allez, on va finir avec vous très rapidement et comme ça on pourra finir avec ça. Quand on va, par exemple, dans le sud de la France, on peut voir des petits villages dont on a l'impression qu'ils sont une sorte de prolongement du roc sur lequel ils sont construits, dont les charpentes sont faites avec les arbres qui le jouxtent, et où finalement les matériaux utilisés sont bien ceux qui les entourent, un peu peut-être comme chez les cabines des Papous. Et quand on se balade également dans les rues, on a l'impression que la perméabilité entre l'espace privé et l'extérieur, qui était selon vous aussi le propre de la cabane, est plus important que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos habitats. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon vous, quelle est la raison politique ou je sais pas, anthropologique qui a fait qu'on a fini par transformer ce qui ressemblait davantage à des cabanes en ce qui ressemble plus à des maisons, et pourquoi on s'est enfermé? Pourquoi on s'est enfermé? Ah, vaste question. Rendez-vous demain en 2 mots et on ouvrira. Vous pourrez discuter après ensemble. En 2 mots, Philippe Simet. Voilà, je saurais pas vous répondre en fait. Mais oui, il y a une. En tout cas, dans notre conception de l'habitat, il y a aussi une logique de clôture. Une logique de clôture qui est liée à la pensée de la propriété, voilà, qui définit des périmètres. Bon, et tout ça est à la fois très important et très préjudiciable dans nos manières d'habiter. Donc retrouver ce contact avec le dehors, ça peut passer par le dispositif de cabane, ça peut aussi passer par autre chose. Et on a bien vu là dans la discussion, et vous remarquez le montrait. Enfin, je veux dire, la diversité. Enfin, on peut penser la cabane de diverses façons, à la fois comme un concept, mais aussi dans sa réalité matérielle. Et on voit bien que selon les concepts, selon les situations, selon les contextes, ça peut renvoyer à de la vulnérabilité ou au contraire à de la réinvention de soi, à quelque chose qui a l'air très fragile mais qui est très précieux. Enfin, bon, c'est tout ça qui fait la richesse des cabanes. Le mot de la fin à vous, Gilles. Pourquoi est-ce qu'on s'est enfermé? C'était la question. C'est monstrueux. Pourquoi on s'est enfermé pour se tenir chaud, peut-être, non Parce qu'on a, je pense qu'on a fondamentalement peur. Voilà, on a peur, et c'est cette peur qu'il faut savoir lever par des actions comme construire des cabanes, se parler surtout, créer des communautés, partager. Et plus on parle, moins on a peur. Merci beaucoup. Juste vous rappeler les 2 livres de la nécessité des cabanes, Gilles Tiberghien, et Y habiter le monde, Philippe Simet. Merci beaucoup.